Le Bismarck coulera le 27 mai 1941 sous les assauts de l'aéronaval et de la marine britannique. Nous allons revenir dans cette vidéo sur la carrière opérationnelle de ce cuirassé mythique. Nous allons dans cette vidéo évoquer les tournants et fins de la carrière opérationnelle du Bismarck. On se concentrera seulement sur les grands moments du service de ce navire. Parlons de l'opération Rhein-Übung. Cette opération désigne la sortie dans l'océan Atlantique du Bismarck, accompagné du croiseur Prinz Eugen. Le but de cette opération était d'opérer une pression sur les navires marchands alimentant la Grande-Bretagne et ainsi mettre à genoux l'Empire britannique pour que celui-ci négocie avec le Troisième Reich un armistice ou demande la paix. Ceci aurait permis à l'Allemagne d'utiliser les îles britanniques comme une base d'opérations maritimes. Le Bismarck partira le 18 mai 1941 du port de Gotenhafen pour rallier l'Atlantique Nord en longeant la Norvège, puis en passant au-dessus de l'Islande. Les Anglais surveillent le secteur et le 21 mai à 13h15, un Spitfire du Coastal Command parvient à photographier la formation allemande au mouillage à Bergen afin de ravitailler les destroyers accompagnant le Bismarck. Après avoir repéré une intense activité aérienne allemande dans le secteur Island-Groenland, l'amirauté britannique avait déjà dépêché le croiseur lourd Suffolk le 18 mai, puis le Norfolk peu après afin de surveiller une éventuelle incursion par le détroit du Danemark. Le 22 mai à 16h s'y rajoute le croiseur de bataille Hood ainsi que le cuirassé Prince of Wales et 5 destroyers. Finalement, le 22 à 23h45, c'est le gros de la Home Fleet qui lève l'ancre de Scapa-Flow, avec le cuirassé King George V et les croiseurs Aurora, Galatea, Kenya, Hermione, Neptune, 6 destroyers et le porte-avions Victorious. Le vent se lève à l'approche du Groenland, la mer est assez forte et la visibilité est variable. 23 mai, le cuirassé Repulse se joint au reste de la flotte britannique pour aller chasser le Bismarck. C'est finalement le 23 mai, vers 19h22, que les choses sérieuses vont débuter. Les hydrophones et les radars de conduite de tir avant du Bismarck détectent un contact par bâbord avant. Puis désormais, c'est le radar du château arrière qui confirme la présence d'un navire s'approchant. 23 mai, 19h22. Un bâtiment fait route à grande vitesse vers la formation allemande. Soudain, il vire de bord. Il a repéré le Bismarck et le Prinz Eugen et transmet un message que le Prinz Eugen arrive à décrypter. Un cuirassé, un croiseur en vue à 20 degrés, distance 7 nautiques, route au 240. La partie commence. Contrairement à ce qu'imaginaient les services de renseignement allemands, les Britanniques disposent aussi de radars embarqués. Et le HMS Norfolk, qui vient tout juste de les détecter, en a allègrement fait usage. À 20h, c'est l'alerte. Un PBY-4 Talina est repéré, mais il disparaît aussitôt. De son côté, l'amiral Holland à bord du Hood vient de réceptionner le message du Suffolk et ordonne à son escadre d'accélérer le rythme pour prendre une route d'interception qui l'emmènera au contact tôt dans la matinée. Pour ce faire, le HMS Hood et Prince of Wales vont à la vitesse de 27 nœuds, distançant les destroyers qui les accompagnent qui, eux, ne sont pas capables de tenir aussi efficacement cette mer agitée. 20h30, le radar avant détecte un navire, c'est le Suffolk, qui, caché par la brume, arrive à surgir à 6400 mètres du Bismarck. Celui-ci réplique par 5 salves de 38 cm. Le Suffolk, de toute urgence, est reparti se cacher dans le banc de brume avec quelques égratignures. Il ne sera touché que par quelques éclats. Pendant l'engagement, le souffle des canons du Bismarck a endommagé ses 2 radars de conduite de tir avant. Le souffle de ses propres canons. Le Prinz Eugen prend donc la tête de la formation, mais alors qu'il passait sur le flanc tribord du Bismarck, celui-ci voit ses safrans se bloquer mystérieusement en position tribord toute. Ernst Liedmann, le capitaine du Bismarck, parviendra rapidement à appeler la timonerie pour éviter une collision. 22h. Des relevés indiquent que le Hood et le Prince of Wales se situent désormais à une centaine de milles de la position de la formation allemande. Samedi 24 mai, 2h47. La division Lutyens n'est plus qu'à seulement 35 nautiques au nord-ouest du Hood et du Prince of Wales. 5h10, le branle-bas de combat est ordonné pour les navires anglais. 5h47, poste de combat pour le Bismarck. 5h50, le Prinz Eugen estime que la formation anglaise est à 17 nautiques de distance. Ils sont en réalité à seulement 13 nautiques. Les Britanniques ont ordre de grouper les tirs sur le Bismarck.
5h52, le Hood ouvre le feu à 22 800 mètres de distance grâce à ses tourelles avant, bientôt rejoint par une salve du Prince of Wales 2 minutes plus tard. Lui aussi ne peut plus qu'utiliser ses tourelles avant car c'est sa proue qui pointe vers la formation allemande. Les tirs du Prince of Wales touchent l'eau 1500 mètres derrière le Bismarck. Le Bismarck rétorque à son tour à 5h55 alors que les Anglais ont déjà tiré 7 salves. Cependant, le Bismarck est placé de manière à pouvoir faire feu avec toutes ses pièces. C'est le Hood qui est visé par le Prince Eugen et le Bismarck. Il frappe la mer à 400 mètres de distance du croiseur. Entre-temps, les Anglais se sont rapprochés à une distance de 20 200 mètres pour le Hood et 22 000 mètres pour le Prince of Wales, qui arrive finalement à atteindre le Bismarck à sa 6e salve. C'est la proue qui est touchée, créant une brèche de 1,50 m qui embarquera en un peu plus de 10 minutes 2000 tonnes d'eau, enfonçant l'avant du navire dans l'eau et créant une gîte avant de 3 degrés. 5h56, le Prince Eugen atteint le Hood, puis c'est au tour du Bismarck de le viser à 5h57. Un obus détruit la direction de tir du Hood. Un obus de 20 cm du Prince Eugen touche au pied du château arrière et tue 200 membres d'équipage et y déclenche un incendie. Entre-temps, le Prince of Wales a réussi à barrer le T et peut désormais utiliser toutes ses tourelles. Il est à 18 000 mètres de distance de la formation allemande. Il arrive à toucher le Bismarck au niveau de la tranche 14, sous la ligne de flottaison, noyant en partie la chambre des écubiers, ainsi que le turbogénérateur bâbord et la centrale électrique numéro 4, réduisant la vitesse maximale du Bismarck à 22 nœuds. 5h59. Une troisième salve du Prince of Wales touche le Bismarck et détruit la proue d'une vedette de bord, mais l'obus n'explose pas et retombe dans l'eau. Le Bismarck tire sur le Hood avec toutes ses pièces à 15 700 mètres de distance. Les obus des tourelles A et B n'atteignent pas le Hood. Cependant, ceux des tourelles C et D touchent à l'avant de la direction de tir arrière. 6 heures. Le Hood explose. À 800 mètres de là, le Prince of Wales se retrouve sous une pluie de débris. 6h02. Le Bismarck tire sa 8e salve sur le Prince of Wales et touche la passerelle compas en y tuant quasiment tous les hommes présents sauf le commandant. Le Norfolk ouvre le feu sur la formation allemande mais ne touche pas. Le Hood de son côté a totalement coulé et il ne reste de lui que du carburant en feu et une nappe de mazout. 3 des 1431 hommes d'équipage ont survécu. 6h04, des obus du Bismarck arrivent à mettre HS la tourelle secondaire tribord du Prince of Wales. Le Prince Eugen tire sur la poupe et enfin, une dernière salve du Bismarck détruit la grue bâbord du Prince of Wales. Celui-ci émet un nuage de fumée et commence à prendre de la distance pour s'éloigner de la formation allemande. Après cet engagement, le Bismarck souffre d'une gîte de 9 degrés bâbord et 3 degrés sur l'avant. Les pales de l'hélice tribord à cause de la gîte sortent partiellement de l'eau. L'ordre est donné d'effectuer un ballastage dans les tranches 2 et 3. En plus de cela, il laisse derrière lui un sillage de mazout. Le 24 mai, à 8h, les croiseurs Suffolk et Norfolk continuent de suivre la formation allemande. Et désormais, il est décidé que le Bismarck ne pourra pas continuer sa mission. Le Prince Eugen devra continuer seul, tandis que le cuirassé devra lui rejoindre les côtes françaises pour réparation. 10h. Un Sunderland suit le groupe allemand, aidé par la longue traînée de mazout s'échappant du flanc du cuirassé. De son côté, le Prince of Wales engage la poursuite avec les croiseurs anglais. 12h, la division allemande entre dans la zone contrôlée par le groupe West Paris. Ici, des ravitailleurs attendent la formation. Mais il faut une diversion pour permettre à un des deux navires d'aller se ravitailler. 15h40, l'opération Hood est lancée. Le Prince Eugen et le Bismarck se séparent. Mais finalement, le plan est un échec. La météo change brusquement et la visibilité redevient bonne. Le Bismarck fait demi-tour pour rejoindre le Prince Eugen. La force allemande apprend à ce moment que le cuirassé Renown, un croiseur de la classe Sheffield et le porte-avions anglais Ark Royal ont été déroutés pour rejoindre la flotte anglaise qui poursuit le Bismarck. 18h14, la visibilité diminue à nouveau et la formation allemande se sépare pour retenter leur manœuvre.
Le Bismarck fait demi-tour et se retrouve face au Suffolk, sur lequel il ouvre le feu à la distance de 18 300 mètres. À 18h46, le Prince of Wales l'engage à la distance de 28 500 mètres. Les deux navires se tirent dessus jusqu'à peu près 19h, mais aucun coup n'atteint sa cible. Cependant, la manœuvre réussit et le Prince Eugen peut aller ravitailler en toute sécurité, ce qu'il fera le 26 mai. Mais peu après, des soucis mécaniques l'obligeront à abandonner la mission. 23h30. Durant la journée, le Victorious a manœuvré pour se positionner à 100 nautiques de la position allemande afin de préparer une opération de torpillage sur la division allemande. Ainsi, 9 Swordfish du 825e Squadron décollent. Puis à 23h, ils seront rejoints par des Fulmars de protection et d'éclairage. Et c'est à 23h30 qu'ils arrivent à se présenter en face du Bismarck. Celui-ci manœuvre en zigzag pour éviter les torpilles. Mais rien n'y fait, et une d'entre elles atteint tout de même le Bismarck, à tribord, au niveau de la section 9. Elle ne provoque que peu de dégâts, frappant à l'endroit où la cuirasse est la plus épaisse. Cependant, le souffle tuera un armurier. Les Swordfish et Fulmars retournent vers le Victorious. Les manœuvres haute vitesse ont aggravé la brèche à la proue du navire et noyé encore un peu plus la salle des machines numéro 2. Le bâtiment doit réduire à 16 nœuds pour réparer. Dimanche 25 mai, 1h31. Le Prince of Wales profite de la lenteur du Bismarck pour s'approcher à la distance de 15 000 mètres et il échange 2 salves sans effet avec lui. Ensuite, durant la journée du 25 mai, plus de combat. Les navires anglais poursuivant le Bismarck commencent à effectuer des changements de bord pour éviter les torpillages. En effet, ils sont dans une zone où les U-boats opèrent. Durant une de ces manœuvres, le Bismarck arrive même à assommer le Suffolk et le reste du groupe britannique qui l'avait pris en chasse. De toute façon, le Suffolk et le Norfolk doivent se rendre en Islande pour mazouter. Le Prince of Wales rejoint lui aussi l'Islande, mais pour des réparations. À 10h30, un message envoyé par le Bismarck est intercepté. Le King George V essaye de le trianguler mais se trompe complètement. La triangulation semblait indiquer que le Bismarck faisait route pour rentrer en Allemagne par la Norvège. L'escadre anglaise met donc le cap au nord-est alors que le Bismarck fait route au sud-est. À 12h, l'amiral Lutyens informe l'équipage de sa décision de rallier Saint-Nazaire pour réparer. Durant l'après-midi, les manœuvres du Bismarck et des escadres anglaises amènent sans qu'aucun des camps ne le sache, le Bismarck a croisé à moins de 50 nautiques de distance la route du Rodney et du croiseur Édimbourg. Et même une flottille de destroyers à peine 25 nautiques. Lundi 26 mai, la mer est très agitée, le vent souffle assez fort et le ciel est fortement couvert. Et à 10h30, un PPY Catalina arrive à repérer le Bismarck. Les Anglais découvrent que le Prince Eugen n'est plus avec le Bismarck et qu'il est sur le point d'échapper aux forces anglaises. Seule la force H à 150 nautiques du Bismarck peut encore l'intercepter. C'est désormais sur l'aviation embarquée que vont reposer les espoirs des Anglais. Le Sheffield est détaché de la force H et prend une route parallèle au Bismarck. À 15h40, des avions torpilleurs prennent pour cible le Sheffield en croyant avoir affaire au Bismarck car ils ne savaient pas que celui-ci avait pris une route parallèle au cuirassé. Une partie des torpilles est évitée tandis que les autres torpilles ont toutes explosé à l'impact des vagues à cause d'un défaut au niveau de leur fusée magnétique. À 19h15, l'Ark Royal fait décoller 15 Swordfish qui arrivent à portée du cuirassé à 20h47. Ils s'approchent à 700 mètres de distance et larguent leurs torpilles. 2 frappent au milieu du navire, au niveau de sa ceinture blindée sans causer de dégâts. La dernière frappe, elle, à l'arrière du navire. Elle atteint les tambours, ouvre une brèche sous la poupe et fausse le gouvernail. Les safrans se bloquent avec un angle de 12 degrés bâbord. 21h40. Lutyens envoie un message à la groupe Vest indiquant que le bâtiment ne peut plus manœuvrer et que l'équipage et lui se battront jusqu'au bout. Durant la nuit, des destroyers anglais engagent le Bismarck et tirent 16 torpilles. Aucune n'atteindra le navire. Mardi 27 mai. Mer démontée, vent fort, ciel nuageux. 8h30. Alerte. 2 cuirassés sur bâbord avant. Le King George V et le Rodney naviguent l'un et l'autre sur une route de collision avec le Bismarck. Alors qu'à chaque bordée, les 2 navires tireront 19 tonnes d'obus, le Bismarck, lui, ne pourra en tirer que 7. Le combat sera des plus déséquilibrés. 8h47. Le Rodney tire sa première salve d'obus de 406 mm sur le Bismarck. 1 minute plus tard, le King George V ouvre le feu avec ses pièces de 356 mm.
À 8h46, le Bismarck répond aux assauts. 8h54, le Norfolk rejoint la danse. Il ouvre le feu à 20 km de distance sur le Bismarck. Entre 8h59 et 9h10, le Bismarck encaisse 4 obus de 406 mm, 5 de 356 et 2 de 203. Comme cela n'est pas suffisant, le croiseur Dorsetshire vient de se joindre à la fête. Les tourelles Anton et Bruno sont mises hors de combat, ainsi que les directions de tir avant, détruisant la passerelle et même le blocos, tuant probablement l'admiral Lütjens. En plus de ça, des incendies se déclenchent sur le pont supérieur. À 9h, la direction de tir principale est évacuée à cause de la fumée. Les lignes téléphoniques sont soit sectionnées, soit victimes de court-circuit. On utilise des messagers pour transmettre les ordres. La direction de tir arrière prend la relève, mais elle est emportée par un obus du King George V qui se situe à 11 km de distance. À 9h16, le Rodney tire des torpilles qui ratent leur cible. 9h30, l'ordre de s'aborder le navire est donné. Les charges sont réglées pour exploser 9 minutes plus tard afin de laisser le temps à l'équipage de rejoindre le pont supérieur. À 9h31, le seul et unique canon en état de fonctionnement de la tourelle Dora arrête ses tirs. Les charges de démolition détonnent. L'eau s'engouffre dans la salle des machines, mais le cuirassé ne semble pas vouloir sombrer. À 10h, les Anglais s'impatientent. Ils manquent de mazout et veulent en finir au plus vite. Toutes les pièces britanniques font feu sur le Bismarck à courte distance. Le Rodney tire 3 bordées de 406 mm à seulement 2700 mètres de distance. Il tire 2 nouvelles torpilles qui n'atteindront pas le navire. 12 Swordfish arrivent mais ne peuvent pas engager à cause de la présence à courte portée des navires anglais et de leurs tirs à faible élévation. 10h15. Le Bismarck gîte à bâbord, au point que le bas des tourelles de 15 cm touche régulièrement les flots. Le Rodney et le King George V rentrent au port et laissent le soin aux navires présents de terminer le travail. 10h22. Le Dorsetshire tire une salve de 2 torpilles à tribord et une autre à 10h30 à bâbord. La gîte du Bismarck est si forte que la 3e torpille atteint la catapulte à hydravion. 10h38, le cuirassé chavire. Il sombrera 1 minute plus tard par 4790 mètres de fond. 800 des hommes d'équipage sautent à l'eau. Le Dorsetshire et le Maori seront les seuls à aller secourir les marins allemands. Ils arriveront à remonter 110 marins. En début de soirée, le sous-marin U-74 arrivera à repêcher 3 marins de plus, tandis que le lendemain, le navire météo Saxenwald sauve 2 autres rescapés. Sur les plus de 2200 hommes d'équipage, seulement 200 survivront. The last of these actual victors of the battle shows the Bismarck a smoking ruin. Nearly 100 Germans were saved and brought back to Britain. Most of them were very young. Of the 2,000 who had put to sea in the Bismarck, they were almost the only survivors. They are fortunate to have fallen into the hands of a chivalrous foe. To Rodney came the First Lord to convey the Admiralty's congratulations. Mr. Alexander posed between Captain Hamilton and the commander. At the First Lord's request, the assembled ship's company heard that the Admiralty and the whole nation are proud of what they did. The destruction of the Bismarck, that great and powerful ship, had to be accomplished to be true to the traditions of the British Royal Navy, because in the Navy, I know officers and men know how to avenge the loss of those who are comrades and many of whom have been shipmates. 3 cheers for the First Lord of the Admiralty. Hip, 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 hooray! Hip, 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 hooray! Hip, 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 hooray! And a tiger, hip, hip, hip,